Ils sont la relève du basket français et de la NBA, ce sont des rookies qui se pointent, des Français encore dans le top 10, voire dans les 2 premières places. C'est ce qui nous attend pour la draft 2024. Donc évidemment, c'est parti pour un petit zoom sur ces Français qui montent. L'an dernier, c'est Victor Wembanyama qui ouvrait le bal des débutants avec une sélection en numéro 1 par San Antonio, un moment qui restera dans l'histoire du basket français, suivi d'assez près par la présence de Bilal Coulibaly en numéro 7, qui a été échangé ensuite aux Washington Wizards alors qu'il a été choisi par les Indiana Pacers. Cette année, on a 2 Français qui caracolent en tête des mock drafts, ces prévisions de draft qui sont faites par des spécialistes. Moi, je n'en suis pas, donc je vais me fier à ce que j'ai vu chez les principaux influenceurs à ce niveau-là. Et donc, 2 noms reviennent. D'une part, Zaccharie Rizaché, d'autre part, Alex Sarr. 2 profils différents, mais 2 joueurs qui peuvent faire saliver les scouts NBA. Ma remarque, c'est que, contrairement à Victor Wembanyama, il n'y a pas de no-brainer, c'est-à-dire de joueurs absolument indiscutablement au-dessus des autres. Zaccharie Rizaché par exemple est un ailier qui est capable de réaliser beaucoup de choses sur le terrain, qui est un joueur très propre déjà, doté d'un bon shoot de qualité physique impressionnante et qui s'est distingué en étant quand même vice-champion d'Europe avec la petite coupe, l'Eurocoupe disputée par la JL Bourg et perdue face à Paris. De l'autre côté, on a Alex Sarr, un pivot de 2,16 m, moderne, capable de bouger vite en attaque, en défense, et qui maintenant commence à tirer un petit peu aussi à 3 points, avec une réussite qui n'est pas encore extraordinaire. Mais souvenons-nous que Victor Wembanyama, lui aussi, a commencé à arroser pas mal en NBA, et a fini meilleur tireur sur step back de la NBA, ce qui est complètement dingue. Ceux qui choisiront les premiers, ce seront les Atlanta Hawks, capables de frôler les playoffs cette année encore, mais de tirer surtout au sort le ticket gagnant pour la première place. Alors il y a des spéculations, est-ce que les Atlanta Hawks vont choisir Zaccharie Rizaché en premier? Est-ce qu'il va y avoir des échanges? On sait que San Antonio est intéressé par le français. Ça, on va le savoir dans la nuit de mercredi à jeudi, du 26 juin 2024. Et en numéro 2, eh bien, on a une franchise, elle, qui n'est pas réputée pour ses bons résultats, c'est Washington, les Washington Wizards. Ils auraient bien besoin d'une présence dissuasive en défense avec le secteur intérieur qui a été complètement ratiboisé, je dirais, en 2 ans. Il y avait quand même Daniel Gafford, Kristaps Porzingis jusqu'à ces derniers mois. Ils ont hérité de Marvin Bagley, un ancien haut drafté. On souhaite quand même à Alexandre Sarr un destin meilleur en termes de réussite NBA. N'empêche que quand on y pense, ça nous ferait 2 jeunes joueurs à fort potentiel français dans la même équipe NBA, entourés par des joueurs comme Jordan Poole, Kyle Kuzma, s'il reste à Washington. Ça serait quand même assez intéressant de les voir prospérer, même si pour un jeune c'est important quand même de tomber dans une bonne organisation, d'avoir un coach qui est capable d'en tirer le meilleur, et ça c'est vrai que c'est un peu inégal selon la NBA. Donc l'avenir dira si Zaccharie Rizaché et Alexandre Sarr sauront s'en sortir dans leurs franchises respectives. En ce qui concerne le fils de Stéphane Rizaché, qui a été médaillé d'argent à Sydney en 2000, un joueur vraiment très classe, à la fois fort shooter, athlète à son époque. C'était pas forcément le pilier de l'équipe, mais un joueur vraiment important. Et je trouve que Zaccharie Rizaché ressemble assez bien à son père dans ce rôle-là, un rôle un peu all-around, qui peut rendre énormément de services, qui sait se mettre au service d'une attaque. C'est pas quelqu'un qui va tirer le jeu à lui, mais on a vu qu'il était capable de réussir des perfs assez importantes, notamment en playoff, face, on le rappelle quand même, à des hommes, puisque ces jeunes, ils ont 18-19 ans, et ils se sont coltinés des professionnels pendant toute l'année, ce qui n'est pas le cas de joueurs qui évoluent en université par exemple. Rappelons-le, la NCAA est réservée uniquement à des joueurs qui ont entre 18 et 22 ans, donc c'est pas tout à fait la même opposition. Et cette saison, j'ai eu l'occasion d'aller à Roanne observer le phénomène de plus près. Je me suis rendu au match bien avant l'heure
pour pouvoir observer Zaccharie Zaché dans ses habitudes. Je l'ai même filmé parce que c'était l'occasion de le voir vraiment de près, de le découvrir. Alors il fait des petits exercices en début d'échauffement pour stimuler ses réflexes, j'ai envie de dire sa motricité, parce qu'un grand corps comme ça, il faut quand même aussi qu'il puisse en faire un maximum de choses. En termes de shoot, il a des rituels déjà très marqués, donc par exemple en se mettant sur une jambe et ensuite en faisant un tir, en s'appuyant sur cette jambe-là notamment. Il a évidemment bénéficié de toute la qualité du staff de la JL Bourg. La seule remarque que je pourrais faire physiquement qui m'a un peu marqué, c'est de voir par rapport aux autres coéquipiers la finesse de ses jambes. Il mesure 2,5 m, 2,6 m au moins, et il a des jambes assez fines. Je pense qu'il va prendre du muscle hein, quand même en NBA en général. Les joueurs n'y échappent pas, il faut se muscler, se développer physiquement, s'étoffer. Et lui, à mon avis, il en aura besoin pour tenir un peu les chocs aussi, parce que, évidemment, les Américains n'hésitent pas à les provoquer après, à essayer de bousculer les petits jeunes, qu'ils soient français ou non. Mais il faudra qu'il s'étoffe, à mon avis, pour pouvoir vraiment être à l'aise face au jeu assez physique qui se pratique en NBA. Ensuite, comme je le disais, c'est une sorte de couteau suisse. Il peut être utilisé par le coach pour défendre sur le meneur adverse, comme être le joueur qui va surgir à 3 points en étant efficace, ou bien foncer en contre-attaque et aller enfoncer la balle dans le cercle avec une forme de violence assez caractérisée, mais toujours dans un style quand même assez élégant. Donc ça c'est plutôt positif. Le mental, le caractère, j'attends de voir pour savoir si vraiment il est totalement prêt pour la NBA. On a vu que l'an dernier, Victor Wembanyama, il était intenable, mais partout aussi, hein, sur le terrain, il a assumé le choc et la pression immense que c'est d'être un numéro 1 aussi attendu. Là, cette année, on a peut-être des Français notamment et des prospects qui ne sont pas autant attendus que Victor, mais il faudra quand même encaisser cette pression, et ça, évidemment, c'est tout ce qu'on lui souhaite, c'est d'arriver à enchaîner à la fois les performances sur le terrain et l'assimilation d'un nouveau mode de vie. Bon, il y a des travaux dehors, mais c'est pas grave, je continue ma vidéo sur Alexandre Sarr, puisque lui, il a choisi un destin différent. Zaché, lui, il était parti de l'Asvel pour, comme Wembanyama, avoir une équipe où il ait un rôle plus important et puisse vraiment être très bien coaché. Et puis, du côté d'Alexandre Sarr, eh bien, il s'est exilé, il a connu plusieurs clubs. Et là, il est allé en Australie, du côté de Perth, qui a réalisé plutôt de bonnes performances. Alors, il me semble qu'il sortait du banc, donc c'était pas le joueur majeur de son équipe, mais il a réalisé des performances assez importantes. Et puis, quand il a été confronté à des jeunes de son âge aussi, on l'a vu dans différents matchs, qu'il était capable de mettre des matchs avec plusieurs performances importantes en termes de contre. Et moi, ce qui m'a marqué tout de suite, c'est sa mobilité au niveau des hanches. Je trouve qu'il est capable de se déplacer très très vite, de suivre son attaquant. Si l'attaquant cherche à le contourner, eh bien, il va savoir pivoter sans problème et suivre jusqu'au bout et voir gifler le ballon en fin d'attaque. Donc ça, c'est à mon avis une de ses plus grandes qualités. Évidemment, je pense que c'est quand même un bon rebondeur. Comme je l'ai dit, il est capable de tirer à 3 points également avec de plus en plus de précision, même si ça, il faudra le travailler. Il a aussi un assez bon handle apparemment, donc capable de bien contrôler le ballon et de pouvoir après s'offrir des positions de shoot là où il le souhaite, ce qui est quand même très important dans la NBA moderne, notamment avec ces grands espaces. On sait que par rapport au jeu FIBA qui est plus resserré, la NBA, il vaut mieux être à l'aise dans les lignes de drive, dans les occasions qu'il y a de percer et de perforer cette défense. Donc même si je ne le vois pas dominer comme Victor Wembanyama, je pense qu'il peut apporter son écho, devenir le deuxième, troisième meilleur joueur de son équipe, s'il est bien servi, si effectivement il y a un jeu qui est construit autour de lui. Maintenant, quel temps ça prendra? Est-ce que ça sera dès cette saison ou un peu plus tard? On le verra. Mais je pense qu'il faut garder en tête, même s'il y a des Français qui arrivent là de plus en plus haut chaque saison,
que la NBA ça reste extrêmement difficile. C'est de plus en plus accessible d'un côté, mais de l'autre, il faut savoir durer. Et ça veut dire trouver son rôle, trouver sa place, trouver le bon encadrement, les bons vétérans qui vont vous aider. Je pense que l'un comme l'autre ont un super environnement. Quand on est le frère d'Olivier Sarr qui a réalisé quelques matchs en NBA et qui joue beaucoup en G-League, bah forcément, on a des repères qui sont différents de quelqu'un qui débarquerait du fin fond de sa campagne et ne saurait pas du tout ce que c'est que le monde NBA. Ceci étant dit, il y a un troisième joueur dont je voulais vous parler, c'est Tidjane Salin. Ça s'écrit S-A-L-A-U-N. Et moi je l'ai vu aussi une fois jouer contre Roanne et avec Cholet, il a réalisé de belles performances, y compris en playoff où il s'est fait éliminer par Paris. Mais c'est un jeune qui a 18 ans, qui a des proportions athlétiques assez impressionnantes. C'est-à-dire que bon, ses mensurations, c'est dans les 2m6, 2m7, une belle détente, il est capable d'aller chercher les alley-oops assez haut. Et puis, moi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est sa mécanique de shoot. Un shoot, je dirais, académique, bien appliqué, mais déjà bien en place. Et ça, c'est quand même hyper important quand on arrive en NBA, de pouvoir poser ses appuis, de pouvoir artiller d'assez loin déjà. Il commençait à prendre un peu l'habitude de la distance NBA dans la division Betclic Elite. Il a affiché ses ambitions en voulant être le meilleur français de NBA. Ça on verra, hein. Il faut un certain nombre d'étapes je pense avant d'y parvenir. Et la première c'est par qui il va être drafté. Il y a beaucoup d'incertitudes pour l'instant, il est entre la 6e et la 15e place environ de la draft. Donc moi je lui souhaite personnellement d'aller à San Antonio, ils ont le pick 8 qui pourrait leur être très utile. Mais s'il se retrouvait dans une équipe du style Portland, qui a un projet très jeune en pleine reconstruction, ça pourrait être intéressant, pourquoi pas. On en saura plus mercredi soir. Mais déjà d'avoir 3 Français dans le top 15 de la NBA pour la draft, c'est vraiment exceptionnel et je pense qu'il faut qu'on s'en rende compte et qu'on célèbre cette chance qu'on a. Et puis comme la plupart des jeunes de cette génération, Tidjane a une grande sœur qui fait du basket et qui est championne de France avec Villeneuve d'Ascq, Janelle. Elle va jouer en équipe de France probablement pour les JO et donc lui il est arrivé au basket un petit peu plus tard. En tout cas il a bien rattrapé ses années peut-être perdues par je trouve beaucoup de travail acharné. Et puis il a été quand même dans l'école de Cholet Basket. On sait que c'est de là que viennent des pépites comme Nicolas Batum, Nando De Colo ou d'autres. Et vraiment, je pense que ça c'est la meilleure des formations. C'est comme s'il venait d'une université prestigieuse comme Duke. Il a de bonnes bases. Après, on verra où il atterrit et où il pourra s'exprimer. Mais j'espère que ça sera dans un bon endroit pour lui. Un autre joueur français dont on va parler, je pense, c'est Pacôme Dadier, qui est un meneur. Je ne l'ai pas vu jouer, donc je vais reprendre un petit peu ce que j'ai lu sur lui. C'est un meneur qui joue en Allemagne, à Ulm, comme un certain Killian Hayes. Ça lui avait plutôt porté chance lors de sa draft. Et il se distingue par un tir assez bon, pour l'instant, à 3 points. Il est en progrès d'ailleurs sur les derniers matchs, hein, parce que la moyenne, surtout d'un jeune joueur, faut la pondérer, c'est une moyenne de saison et parfois il y a des gros écarts entre le début et la fin. C'est le cas pour Pacôme Dadier, qui est un peu décrit comme un 3&D, donc un joueur capable d'artiller à 3 points, mais aussi d'être un très bon défenseur. Et ça c'est toujours intéressant sur un poste qui est quand même déterminant en NBA. Le fait qu'il soit allé à l'étranger, ça peut lui donner aussi une première expérience de vie. C'est vraiment, moi je suis admiratif, c'est un moment où ces jeunes gens ils doivent apprendre beaucoup en peu de temps. Et là c'est le cas pour Pacôme Dadier qui s'est imposé en Allemagne et qui va se présenter sans doute donc être choisi cette année à la draft. Un petit mot sur Melvin Aginsa qui est un poste 3 shooter et doté de bonnes qualité physique. Il est capable notamment d'aller attraper un alley-oop lancé du milieu du terrain. Ça a été une des actions de l'année en Betclic Elite. Alors c'est le cousin d'Alexis qui a réalisé une honorable carrière en NBA au poste de pivot. Lui, il dépote Melvin, il est capable, je trouve, de dégainer sans hésiter. Et c'est une grande qualité pour, à mon avis, un jeune Français
ce qu'on voit pas toujours, hein, c'est cette confiance en soi, cette envie voilà, d'être dangereux des deux côtés du terrain. Et puis, à mon avis, l'équipe qui va le recruter va trouver un bon role player capable d'offrir quelques minutes d'intensité intéressante. Donc là aussi, c'est impossible de savoir pour l'instant chez qui il va atterrir, mais on le saura très bientôt. Le dernier dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est Armel Traoré, attendu en fin de deuxième tour. Un joueur qui s'est fait connaître l'an dernier quand Victor Wembanyama était au Metz 92 et puis qui cette année s'est illustré avec l'ADA Blois. Je regarde ses dernières performances en championnat de France. Alors déjà il tourne à 10 points, 7 rebonds par match, mais il a scoré donc 10 points, 10 rebonds, 14 points, 3 rebonds, 23 points, 9 rebonds, 11 points, 7 rebonds, 14 points, 5 rebonds, avec des pourcentages de réussite entre 50 et 66% sur ces 5 derniers matchs. C'était des matchs assez accrochés puisque Blois luttait pour le maintien. Donc ce joueur-là peut apporter à mon avis, là aussi peut-être un petit peu de dimension physique à une équipe NBA. Il va pouvoir rendre des services. Alors peut-être que il sera sélectionné, il ne jouera pas en NBA, ça peut arriver aussi hein, quand on est sélectionné au deuxième tour. Souvent les équipes elles prennent le droit sur un joueur et puis le joueur il peut continuer de se former hors NBA, on l'a vu hein, comme par exemple Hugo Besson ces dernières années qui a été sélectionné par les Bucks mais qui n'y a pas joué. Armel Traoré, peut-être que ça ne sera pas le plus célèbre de la famille puisque l'an prochain 2025 on devra avoir la draft de son petit frère dont je vous ai déjà parlé, il se prénomme Nolan et je lui ai consacré une vidéo entière. Je vous incite à la revoir ou à la regarder si ce n'est pas fait. En tout cas je vous remercie et je vais vous parler bien sûr de ces joueurs français et de la draft et des JO par la suite puisque c'est le but de cette chaîne, c'est de faire vivre l'actualité du basket français et NBA. Donc là, on y est. Merci et à bientôt. Salut!